Yorana, bonjour et bienvenue dans Manava. La faune et la flore sont une richesse évidente, mais parfois certaines espèces invasives nous réservent de mauvaises surprises. Infections, maladies, destruction ou disparition d'autres espèces. Parlons-en avec nos invités. Christophe Brochurieux, chef de projet de la cellule biodiversité de la direction de l'environnement. Bonjour. On a aussi Franck Conan, délégué territorial de l'OFB, l'Office française de la biodiversité. Bonjour. Nous avons Marie Geoffroy, chargée de projet à l'association Moria Biodiversité. Et Yorana. Et enfin, Chloé Brown de l'association Sopmanou. Yelena. Christophe, on commence avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une espèce invasive? Alors, synthétiquement, c'est une espèce qui a été introduite dans un milieu qui n'était pas le sien à l'origine, qui s'y est implantée et puis qui se développe au détriment, malheureusement, des autres espèces d'origine. Ici, en Polynésie française, quelles sont les principales espèces invasives? Alors, je dirais pour les plus connus, on va retrouver le Miconia pour une espèce végétale ou bien alors la petite fourmi de feu pour une espèce animale, pour ne citer que ces deux-là. Mais à l'heure actuelle, au niveau de la direction de l'environnement, on a inscrit une cinquantaine d'espèces, 52 exactement, comme menaçant la biodiversité. Franck, parlons des impacts des espèces invasives sur la faune et la flore locale, s'il te plaît. Oui, alors les espèces envahissantes sont une des majeures pressions en fait sur les milieux, sur les espèces indigènes en l'occurrence. Les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, viennent en fait occuper la place des espèces natives par occuper leur niche écologique et voilà, qui du coup a un impact direct sur cette biodiversité qui est on va dire, plutôt exceptionnelle en Polynésie. Alors parlons des différentes associations qui sont présentes sur notre plateau. On va commencer par Moria Biodiversité. Marie, quel est le but de votre association? Comme son nom l'indique, tout simplement, on protège la biodiversité de Montréal et particulièrement la biodiversité terrestre. Et quel est l'impact des espèces invasives dans votre domaine? À Montréal, c'est très simple de s'en rendre compte. En effet, quand on est dans les forêts ou colonisé par le Miconia principalement, on ne retrouve pas de sous-bois, on ne retrouve pas de fougères. On a les plantules des arbres natifs comme le mara, par exemple, ou le tamanou, ont du mal à grandir. Et évidemment, on se rend bien compte que peu à peu, le Miconia va finir par remplacer la forêt naturelle de notre île. Et enfin, la deuxième association présente ici, c'est l'association Sopmanou, représentée par Chloé. Le but de votre association, rappelle-nous s'il te plaît. Alors la Sopmanou, elle est là, elle a été créée pour protéger les oiseaux de Polynésie. Donc en fait, l'association travaille sur les 5 archipels de Polynésie pour la sauvegarde des seules espèces, comme je disais plus tôt, natives de Polynésie. Donc on travaille sur plusieurs oiseaux, sur plusieurs îles et donc sur toutes les archipels. Quel est l'impact des espèces invasives dans votre domaine à vous? Alors, quasi toutes les espèces invasives sont nuisibles pour les oiseaux, autant le rat noir, qui est une des plus menaçantes pour l'oiseau. Le rat noir, on a le miconia, comme elle disait, qui du coup nuit à la régénérescence des forêts naturelles, qui sont du coup l'habitat des oiseaux. La petite fourmi de feu aussi, qui nuit aux nichés. Quasi toutes les espèces nuisibles sont nuisibles pour les oiseaux. Rentrons dans les détails, Christophe. Pourquoi ces espèces sont préoccupantes pour la biodiversité? Comme l'expliquait Chloé, finalement, elles viennent perturber des écosystèmes où il y avait des espèces qui étaient implantées. Les implantations des espèces polynésiennes, elles sont extrêmement anciennes et elles sont faites avec beaucoup moins de compétition qu'on peut en trouver sur des zones continentales. Et quand on introduit une nouvelle espèce qui découvre un nouveau milieu où les espèces d'origine ne sont pas méfiantes, il y a une invasion qui se fait et une destruction de l'habitat, une destruction des écosystèmes, du fonctionnement des écosystèmes. Est-ce qu'il y a des mesures qu'ils ont prises pour essayer de contrôler ces espèces invasives? Alors, sur des zones dédiées, oui, typiquement, on parlait du monarque, on va focaliser les efforts parce qu'on est sur des zones bien particulières. Après, d'une manière générale, si on doit reprendre l'exemple du Miconia qui s'est implanté il y a plus d'un siècle, aujourd'hui, il est présent là où il est
Et les écosystèmes, malheureusement, fonctionnent avec cette peste présente. Alors, tu nous parles du Myconia, mais justement, comment ces espèces sont introduites par bateau, par avion? Il y a déjà différentes périodes d'introduction. Donc, le Myconia, lui, il avait été introduit à une époque où on transportait des plantes d'un lieu de la planète vers un autre pour voir comment elles pouvaient s'acclimater avec des plantes qui avaient une utilité, donc alimentaire ou ornementale. Donc, le Myconia, c'était par curiosité sur l'aspect ornemental. Malheureusement, quand il est sorti du jardin de Harrison Smith, il est parti dans les milieux de manière incontrôlée. Après, plus récemment, on va avoir du transport de matériaux qui s'est beaucoup intensifié. Donc, les transports vont beaucoup plus vite. Les espèces se faufilent dans des containers ou des choses comme ça et passent d'un continent à l'autre avec des méthodes de contrôle, mais qui ne sont pas systématiquement efficaces. Après, il y a aussi les passionnés, les gens qui vont frauder, ou qui vont mettre des graines au fin fond de la poche suite à un voyage touristique dans une île voisine. Et puis sur des climats et des milieux comparables, la plante qui était bien, si je prends l'exemple de Hawaï, c'est fréquemment de Hawaï qu'on va récupérer des pestes, elle va se retrouver aussi très bien à Tahiti et se multiplier. Franck, quelles sont les actions de l'OFB contre ces espèces évasives? Alors, il y a différents niveaux en fait. L'OFB agit au niveau national pour, j'en dire le territoire national, mais surtout pour l'outre-mer. Savoir que la thématique espèces exotiques envahissantes, enfin cette problématique, on la retrouve surtout en fait sur les outre-mer, sur les îles en l'occurrence. Donc elle travaille en fait, l'OFB travaille avec le ministère de la Transition écologique pour établir des stratégies de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, alors qui ne s'appliquent pas directement ici en Polynésie française, mais c'est pouvoir aussi transférer en fait ces savoir-faire, les différents des protocoles à mettre en place pour lutter en fait contre les espèces invasives au profit en fait des territoires. Ça peut être des méthodes, des protocoles scientifiques à développer, à mettre en place, mais aussi des financements. C'est ce qu'on fait surtout en fait. On apporte en fait des financements via des associations qui opèrent pour la lutte sur différents opérateurs en tout cas qui agissent à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Ça va du retrait de ces espèces envahissantes. Malheureusement, souvent, on a cette difficulté d'éradiquer. On parle souvent de plus de régulation que d'éradication, malheureusement. Et un accent qui est mis surtout, et ça je rappelle, sur la biosécurité. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. C'est-à-dire que le point important, c'est de renforcer ce volet biosécurité à l'entrée enfin, du territoire polynésien. Parce qu'une fois que c'est rentré, on en prend pour des années, voire pour toute la vie. Donc c'est principalement aéroport, port. Principalement aéroport et port, oui, tout à fait. Est-ce que le public peut lutter contre ces espèces invasives? On parlait du Myconia juste avant et de son aspect ornemental. Est-ce que, par exemple, pour le Heiva, on pourrait prendre que du Myconia afin de pouvoir lutter contre le Myconia? Je sais pas, c'est une idée. Alors déjà, je pense que ce qui est important, c'est de faire connaître. Ça, c'est un premier point, faire connaître en fait cette problématique qui est, je veux dire, pas forcément bien identifiée. Comme je rappelais tout à l'heure, en fait, c'est une pression, une des majeures pressions d'érosion de la biodiversité, ce sont les espèces envahissantes, en tout cas pour la zone Pacifique Sud. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important de faire connaître cette problématique. Ensuite, voilà, il y a des actions citoyennes qui s'opèrent. Le Myconia, je crois que tout le monde, enfin beaucoup de gens, enfin qui en tout cas connaissent la problématique, opèrent à de l'arrachage, voilà, qui a peut-être pas un impact significatif de manière opportuniste, mais ça permet aussi de faire connaître et puis de sensibiliser. Puis je me réserverai la réponse sur le Heiva en particulier. Ça a déjà été utilisé. Ça a déjà été fait alors. Oui, ça a déjà été essayé et contesté en fait, parce que l'intérêt c'est pas de faire la promotion de la plante qui est relativement belle et en la valorisant au travers de costumes, tu risques plus à inciter d'autres personnes à bien l'entretenir pour faire des jolis costumes l'année d'après. D'accord. Donc moins on fait la promotion des espèces, mieux c'est. C'est une fausse bonne idée en fait de pouvoir l'utiliser. C'est ça, c'est bien résumé. Marie, est-ce que vous avez des défis auxquels vous êtes confrontés dans la lutte contre les espèces invasives dans votre association? Oui, tout à fait. Le plus grand défi, c'est une fois qu'on a arraché, coupé et traité le Myconia, comment est-ce qu'on fait pour que les plantules ne reviennent pas? C'est-à-dire que les graines qui sont restées dans le sol ne fassent pas de nouveaux jeunes plants, etc.
Donc on fait, grâce en effet à nos financeurs, on fait des études sur le terrain, sur le taux de repousse, une fois qu'on a coupé des myconias et qu'on a pulvérisé. Et on a des très bonnes nouvelles quand même finalement, c'est qu'on se rend compte que le myconia, en tout cas à Montréal, donc je parle bien que de Montréal parce que chaque île est spécifique. Le myconia à Montréal a sans doute eu des conditions particulièrement favorables pour son développement à une époque donnée, et que ces conditions favorables ne sont plus là. Et que le fait de se débarrasser du myconia en le coupant mètre carré par mètre carré, on en est à 360 hectares sur myconia, de myconia traités à Montréal. Donc on a une grosse expérience en termes de surface. On se rend compte que on a, comme on le disait tout à l'heure, le myconia présent veut dire qu'il n'y a pas de sous-bois, veut dire qu'il n'y a pas de fougère en dessous, donc le sol il est raviné. Une fois qu'on a coupé le myconia, qu'on a enlevé tout ça, les quelques graines qui vont rester, enfin les quelques graines, on parle pas en termes de millions, hein, mais c'est quand même que quelques graines qui vont rester dans le sol, vont être ravinées par les pluies, puisque les sols qui restent sont les sols qui sont nus. Donc au final, Et ça donc, va il y a s'étendre pas- encore plus. Voilà, ça ne repousse pas. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce qu'il y a un myconia fournit des milliers de graines par saison. Un seul myconia, quand on est sur une parcelle où chaque mètre carré de surface de forêt naturelle, il y a un myconia adulte qui fait plusieurs milliers de graines par saison, c'est très agréable de se dire, une fois on va enlever le myconia, il n'y a plus rien en dessous. De toute façon, les graines qui restent, elles vont être amenées dans le lagon. Chloé, la même chose. Est-ce que vous avez des défis auxquels vous êtes confrontés avec l'association Sopmano? Oui, oui, bien sûr, comme je le disais au début, toutes les espèces qui ont été introduites sont devenues nuisibles pour nos oiseaux. Donc on a déjà la première menace, c'est surtout le rat noir. Et venir à bout du rat noir, c'est extrêmement difficile parce que en vrai, un rat, il peut faire des centaines de bébés, un rat noir par an, si c'est pas plus, hein. Et donc mener une lutte sur ça, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir les moyens pour du coup financer le matériel, mais aussi surtout financer des personnes qui vont veiller à ça et mettre en place ensuite une biosécurité. Et heureusement qu'on a la DIREN et l'OFB qui nous aident dans ces aspects-là. Ouais. Partons vers la DIREN avec Christophe. Quelles sont les conséquences économiques, écologiques que peuvent apporter la présence des espèces invasives? Écologique, ça va être la déstructuration des écosystèmes, ce qui va transformer l'existant vers quelque chose d'autre non souhaité. Et en général, on parle beaucoup d'érosion, ça va poser vraiment les problèmes du bon fonctionnement de l'écosystème existant et conduire à la disparition des espèces connues qu'on souhaiterait préserver. Et au niveau économique, derrière, on y va, on n'y va pas, mais c'est les moyens qui sont mis pour lutter contre toutes ces pestes-là qui ont un coût énorme si on veut s'en débarrasser. Alors comme Franck disait à juste titre, il y a eu des opérations, des tentatives d'éradication. Plus les années passent, moins on va chercher à éradiquer. Et pour reprendre le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. On essaye de contrôler aux entrées pour que les pestes ne rentrent pas, qu'on n'ait pas à lutter contre. Parce qu'à un moment, de toute façon, c'est peine perdue. Franck, tu voulais réagir peut-être à ce que vient de dire Christophe? Oui, non, je partage complètement ce volet le renforcement en effet de la biosécurité. C'est des coûts qui sont monumentaux une fois que l'espèce est rentrée, avec ses conséquences, comme Christophe l'a rappelé, écologiques. C'est vrai qu'on le dit peut-être pas assez, mais en effet sur l'érosion, l'érosion des berges des cours d'eau, en l'occurrence, on a subi quand même des épisodes d'inondation, etc. Alors, je ne vais pas dire que toute la cause est à 100% dévolue en fait aux espèces exotiques envahissantes, mais aujourd'hui, on a nos berges des rivières qui sont envahies par ces espèces, qui, dès lors qu'il y a des crues, ces espèces cassent et se retrouvent en fait dans la rivière, qui crée des embâcles, qui crée des inondations, etc. Si on avait des espèces natives, elles résisteraient, permettraient en fait à l'eau aussi de mieux s'infiltrer dans les sols. Voilà, c'est tout un processus en fait écologique qui est modifié et avec toutes les conséquences économiques derrière. Voilà, on cite celle-ci, mais je veux dire, il y a plein d'autres exemples en fait en effet domino et effets collatéraux.
Alors, on Mm. parle de la fourmi de feu, on parle du myconia, on parle du rat noir, etc. Mais on a entendu parler dans les médias de l'introduction d'un caméléon, par exemple. Christophe, quel serait l'impact de ce petit caméléon, par exemple? Alors bon, après, il y a d'abord à savoir de quelle espèce de caméléon il s'agit. Finalement, l'impact d'une espèce introduite, quelle qu'elle soit, donc si on prend l'exemple du caméléon, pardon, on va s'intéresser à son régime alimentaire. S'il mange des insectes, ce sera quel insecte? Ce sera au détriment de quelle chaîne alimentaire? Donc si on reprend l'exemple du monarque, le monarque est insectivore. Si on va introduire des animaux qui viennent se nourrir sur le régime alimentaire d'une espèce concernée, il y aura une nuisance à ce niveau-là. Donc d'une manière générale, à partir du moment où on met une nouvelle espèce dans un milieu et qu'elle prolifère, qu'elle arrive à proliférer, ça va déstructurer l'existant. Donc d'une manière générale, tout ça, c'est à proscrire. Donc, au final, une petite espèce peut avoir un effet papillon sur toute la biodiversité de Ouais, à Polynésie. condition qu'elle s'implante. Je dirais, sur une centaine d'espèces qu'on va comme ça projeter dans la nature, toutes ne vont pas s'implanter. Certaines vont se faire manger, d'autres n'arriveront pas à se reproduire. Mais parmi une centaine d'espèces, ben, en général, il y en a une qui sort du lot. Et c'est une de trop. Est-ce que c'est parce que nous sommes sur des îles, sur des espaces qui sont restreints? Ah oui, ça y contribue. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Le milieu insulaire, il va être beaucoup plus fragile, beaucoup plus inadapté à accueillir une nouvelle espèce et à être déstructuré beaucoup plus vite. Franck, je reviens vers toi. Quelles sont les collaborations existantes entre les autorités locales, les associations, le gouvernement pour lutter contre les espèces invasives? Alors, il y a en tout cas ça a été rappelé tout à l'heure, hein, la compétence sur la gestion des espèces exotiques envahissantes est à la fois assurée par la direction de l'environnement, le volet, on va dire, biosécurité par la direction de la biosécurité, donc qui travaille, enfin en tout cas, main dans la main sur cette thématique. Et ensuite, les autorités du pays s'appuient aussi sur les référents locaux, notamment les associations, qui ont un rôle majeur. Pourquoi s'appuyer sur les associations? Parce qu'on ne peut pas, j'ai envie de dire, être partout, pouvoir déployer en fait des moyens humains et mobiliser des moyens financiers uniquement de par le pays. Donc le réseau d'associations, à l'image des deux associations qu'on a aujourd'hui aussi autour de la table, qui en témoignent d'ailleurs, sont importantes et capitales, qui font à la fois des opérations de lutte, de régulation et de biosécurité, hein, notamment éviter l'introduction du rat noir à Wauka. Enfin, c'est quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas le rat noir. On espère que demain, il ne rentrera pas. Et c'est en grande majeure partie grâce à l'action en fait, des associations sur place. Restons sur le rat noir. On va partir du côté de Chloé. Quelles sont les actions que vous menez avec votre association? Alors du coup, par rapport au rat noir, on a par exemple sur Tahiti, sur les zones où vivent les Umamao, donc le monarque de Tahiti, on a des stations de raticides qui sont posées dans toute la vallée. On a des gens qui sont dédiés à ces tâches-là, donc qui vont sur le terrain et qui continuent de recharger ces stations-là, donc avec du poison. Après, il y a eu une certaine période où on mettait aussi des pièges mais au final, le poison, c'est le plus facile, mais par contre, c'est ce qui demande aussi beaucoup du staff, quoi. Parce que c'est une action qu'il faut mener quasi tous les jours, quoi. On a vu récemment sur les médias qu'il y avait un chien qui avait été dressé contre le rat noir. Est-ce que ça peut être une des solutions? Alors, pour moi, les chiens dressés contre les rats noirs, c'est bien de les avoir dans des îles où il y en a pas. Le faire sur des îles où il y a déjà du rat noir, c'est travailler dans le vent au final, parce que un chien sur Tahiti, qu'est-ce qu'il va faire? Un chien, il peut travailler 2 heures, voire 4 heures à tout casser, quoi. C'est pas réalisable si on veut le faire ici. Faudrait vraiment en avoir une vingtaine qui puissent travailler tout le temps. Et le faire sur des îles où il y a déjà le rat noir, c'est quasi inutile, puisque l'écosystème d'ici c'est déjà fait avec ces espèces-là. Mais par contre, oui, par exemple, sur Oahuka, sur Rimatara, ou plus récemment, on a découvert que sur Rapa aussi, il n'y avait pas le rat noir. C'est important de mettre en place une biosécurité, et certainement les chiens, puisque c'est
c'est les meilleurs combattants contre le rat noir, quoi. Donc son travail est plus préventif en fait pour repérer Ouais. et éliminer la menace avant même qu'elle en soit une. Exactement, parce que comme je pense Franck le disait plus tôt, ça revient moins cher en fait de prévenir l'introduction de ces espèces que d'attendre qu'elles arrivent, parce que autant écologiquement, bah, ça nuit à tout. Par exemple, sur Oahuka, le rat noir, ben, il mènerait la fin du pihiti, donc notre oiseau endémique. Et puis à côté de ça, économiquement, ce serait un fléau parce que l'île de Oahuka vit majoritairement du copra. Et le copra, la principale menace, c'est le rat noir parce qu'il va aller se nourrir directement sur les cocos. Donc ça veut dire plus de récolte de copra, moins d'argent pour les habitants, donc moins d'habitants qui peuvent consommer dans les magasins ou qui peuvent, je sais pas moi, envoyer leurs enfants sur Tahiti pour faire des études. Donc ça rejoint un petit peu les aspects, les impacts économiques et écologiques dont on parlait avec Christophe. Voilà, Et pour éviter tout ça, il y a un réseau de référents et de signalement des espèces invasives, Tirau Mata Arei. Est-ce que tu peux nous en parler, Christophe? Oui, bah, c'est un réseau qui a été initié il y a plus de 10 ans maintenant, à partir de regroupements de différents opérateurs concernés par la problématique espèces exotiques envahissantes, et qui s'est renforcé au cours de différentes sessions de formation tous les 2-3 ans, réseau auquel les associations présentes ici font partie, et qui permet de communiquer. Alors, il y a une lettre d'information qui circule très régulièrement pour partager les événements, et puis après, c'est toute l'action qu'on évoquait, réalisées par les associations membres du réseau qui sont sur le terrain en permanence, quoi. Donc on peut tous participer alors à ce signalement? Indirectement, oui, parce qu'au moins recevoir la lettre, ça c'est pas compliqué. Ensuite, quand on fait un signalement, on fait un signalement, on participe, on contribue au partage d'informations, et puis accessoirement, on Comment se ça- retrousse les manches? les manches et puis on y va. Comment est-ce que ça se passe un signalement concrètement? Très concrètement, on reçoit un appel et puis on dit j'ai vu telle espèce à tel endroit, qu'est-ce que c'est? On essaie d'avoir une photo et puis Un endroit précis, une condition oui, précise, déjà, etc. ouais, même plus ou moins précisément, parce que très très souvent, c'est des espèces qui sont implantées depuis longtemps. On sait qu'elles sont sur telle zone de telle île, et donc on va conforter la personne dans ce qu'elle a vu, éventuellement donner des techniques pour s'en débarrasser ou pas, ou au contraire rassurer en disant, bah, de toute façon, elle est là depuis déjà des lustres, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est ça ou ça. Marie, est-ce que Oui. le fait d'être sur une île, entre guillemets, éloignée, puisque vous êtes Mhm. sur Moorea, est-ce que ça permet de se dire, ça va, on est à l'abri de ces introductions? Non, ça va pas. Dans tous les cas, ça va pas parce qu'on est très proche de Tahiti et que les oiseaux sont aussi des facteurs d'introduction, particulièrement pour le miconia, entre autres. D'accord? Et pour les îles qui sont un peu plus éloignées, comme on parlait tout à l'heure des Marquises, est-ce que ça peut être, comment dire, ça peut limiter l'invasion, Christophe, peut-être? L'observation est plus facile. Ah, le fait d'être loin, alors oui, oui, toujours, hein, mais les bateaux continuent à relier ces îles-là, et on a même vu un busard probablement poussé par le vent depuis Tahiti aux Australes il y a quelques années en arrière. Mhm. Mais un busard tout seul fait que le réseau, pour le coup, nous l'a signalé. Là, on s'est affolé parce qu'il n'y avait pas de busard normalement aux Australes. Les gens ont essayé de tirer dessus pour s'en débarrasser, qu'au final, il a disparu de la circulation après quelques mois, En- sinon 1 ou 2 années. En faisant mes recherches, je crois avoir trouvé une autre fausse bonne idée, celui d'introduire un fourmilier pour lutter contre la fourmi de feu. Oui, 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 c'est une fausse bonne idée. Ouais. Je confirme. Si on n'a qu'une seule espèce, par exemple, pour lutter contre les fourmis de feu, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée rentrer Alors un peu déjà, dans le les détails. fourmilier qui dit qu'il ira chercher la fourmi de feu et pas une autre fourmi, Mhm. ça c'est une première chose. Et puis on va introduire un mammifère dans nos milieux, comme on le disait tout à l'heure en citant le caméléon comme exemple, qui n'a rien à faire ici, donc faut pas s'amuser à jouer avec le feu. Parmi les espèces exotiques envahissantes aujourd'hui, on en a un certain nombre, dont le busard, Le dont je busard. parlais juste avant, qui a été introduit, soi-disant, pour manger les rats. Ouais, super, on va rentrer le busard, comme ça il va nous débarrasser des rats. Résultat, il est parti sur les monarques et les oiseaux endémiques aussi, pas que sur les rats. Et on a beaucoup de ratés sur ces soi-disant auxiliaires qui ne le sont pas tout à fait, quoi, pas vraiment, pas parfaitement bien. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment très, très, très prudent sur... Grand Franck, finalement, quel est le message qu'on peut porter à la population pour la prévention de ces espèces invasives et surtout la lutte contre ces espèces invasives? Je pense qu'il faut, en tout cas, déjà, cette émission permet déjà
témoigner, hein, de faire connaître en fait les espèces invasives. Après, le message à porter, il peut être un peu compliqué à porter, en tout cas sur cette problématique. Moi, je pense que c'est déjà bien la connaître, en fait, avoir vraiment cette conscience, et ensuite de ne pas importer n'importe quoi, en fait, sur le territoire. C'est pour ça que voilà, il y a les opérations de biosécurité, en fait, qui sont mises en place. C'est pas pour embêter les gens à l'arrivée, c'est vraiment pour la bonne cause, hein, derrière. Donc de respecter en fait toutes les mesures en fait qui sont indiquées, mises en place, et voilà. Donc je pense que déjà c'est une bonne chose en fait, voilà, d'accentuer cette sensibilisation. Et je le rappelle, si vous voulez vous renseigner ou lutter contre ces espèces invasives, il y a le site de la DIREN, service-public.pf/DIREN, et le site de l'OFB, ofb.gouv.fr/Polynésie-française. Et il y a aussi un numéro qu'on va rappeler et un mail si jamais on veut signaler une espèce. Est-ce que tu peux nous le rappeler, Christophe, s'il te plaît? Le standard de la DIREN au 40 47 66 66. Et il y a aussi un mail. Et pour l'adresse générique, c'est invasive avec un s @environnement.gov.pf. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci. Maruru. Votre émission est déjà finie. Elle sera disponible en replay. On se retrouve demain à 17h15 pour une prochaine émission. Tout de suite, votre VA, votre journal en tahitien. Passez une très bonne soirée sur TNTV. Maruru itotato faririr a trahoma parheana.